Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, logiciel libre contre logiciel propriétaire. Le combat est aussi ancien que l'informatique, il n'épargne pas le monde éducatif. Un album jeunesse lumineux en mai, les enjeux à la portée de tous. Sa parution en France a été supervisée par Alexis Kaufmann. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire. Aujourd'hui, anniversaire, celui du jour où la Seconde Guerre mondiale a basculé avec l'attaque de Pearl Harbor. C'était un 7 décembre. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, une exposition Antonin Louchard, ça se passe au centre T-News à Montreuil, juste à côté de Paris. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Tout ce qu'il faut pour se réchauffer en cette période de frima. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise. C'est ainsi que se présentent Ada et Zangenman. Derrière cette présentation apparemment loufoque, un formidable album pour découvrir les enjeux du numérique. Le texte est signé de l'allemand Matthias Kirchner, les dessins Sandra Brandstetter, et on en parle avec Alexis Kaufmann qui a supervisé la parution de l'ouvrage en français. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet logiciel et ressources éducatives libres au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et ceux qui s'intéressent au numérique éducatif vous ont connu précédemment dans vos fonctions de fondateur de Framasoft. Un mot d'abord sur la traduction du livre. Elle a été réalisée par des jeunes. C'est une histoire assez merveilleuse en fait. Oui, voilà. Il y a tous leurs noms, je montre. Première page, regardez. Hop, tous ici. Plus de 120 traductrices et traducteurs de 13 à 18 ans, de 3e jusqu'en classe prépa, de 4 établissements scolaires différents, de mémoire, Alès, Besançon, Guingamp et Paris. Comment est né le projet? Comment vous les avez contactés? En fait, le point de départ, c'est un papa informaticien qui avait des enfants et qui ne trouvait pas de livre jeunesse qui parlait de numérique comme il avait envie qu'on en parle. Et donc, il s'est dit, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand on est dans l'informatique et la nature est horreur du, pourquoi ne pas le faire? Et il l'a fait. Et puis, comme il était féru aussi de logiciels libres d'open source, il a mis le livre sous licence libre. Alors, on aura peut-être l'occasion de on peut le faire dès maintenant. Licence libre, ça veut dire qu'à certaines conditions, on peut tous s'en emparer. Voilà, c'est un régime du droit d'auteur qui n'est plus le tout droit réservé, le certain droit réservé. Donc, voilà. En l'occurrence, il l'a mis sous une licence qui s'appelle Creative Commons by SA, c'est-à-dire attribution, partage à l'identique, qui donne le droit à toutes et tous de l'utiliser, de l'adapter, de le repartager, pourvu qu'on conserve la paternité et qu'on conserve la même licence qui permet aux versions modifiées de continuer à rester libre. Et on a le droit de l'enrichir le cas échéant. Alors le pitch, ce faisant, on peut se dire que c'est un risque pour le modèle économique de la vente du livre, mais on peut aussi penser que ça facilite la circulation, puisque les versions numériques sont librement mis à disposition de toutes et tous. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait le livre d'origine allemande, il a été traduit en ukrainien au début de la guerre, quand il y a eu des réfugiés qui venaient dans les pays, notamment en Allemagne et en France, et notamment en Allemagne. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du livre. Donc en fait, le fait que le livre soit libre et qu'on puisse autoriser les traductions, ça m'a permis de... Sans quoi vous-même, vous n'en auriez jamais entendu parler. Exactement. Et comme c'était sous licence libre, on a le droit de modification. La traduction est une modification de l'ouvrage. Et je me suis dit, tiens, il y a un potentiel. J'ai contacté l'ADEAF, qui est l'association de développement pour l'enseignement de l'allemand en France, c'est-à-dire l'association des professeurs d'allemand en France. J'aurais dit, voilà, regardez, il y a cet ouvrage qui me semble intéressant. Est-ce qu'il y a des enseignants de votre association qui seraient prêts à en faire un projet pédagogique avec leurs élèves? Et 4 enseignantes ont dit banco. Et c'est génial. Et alors le pitch, en résumé, on a ce personnage de Zangenman. Si je résume en disant que c'est un mix entre Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Enfin, c'est un mogul du numérique avec des ambitions quand même un petit peu totalitaires. Et puis on a à côté Ada, qui est une petite jeune fille très débrouillarde. Ada comme Ada Lovelace, il y a un clin d'œil. Oh, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est aussi une volonté. C'est assumé, c'est une volonté éducative. Voilà, donc en référence à Ada Lovelace, qui est une des pionnières de l'informatique. On le redit peut-être, la fille de Lord Byron. Absolument, et qui a mis en place le premier programme informatique pour la machine de Babbage. Voilà, on est au 19e siècle, elle n'a jamais été construite. Je crois qu'il y a eu une tentative de construction de cette machine de Babbage, mais elle n'a jamais vraiment fonctionné. Oui, alors là, vous me prenez de court en termes de connaissances techniques. Je suis sûr de moi. On a essayé de la fabriquer dans les années 50. Donc c'est un clin d'œil, mais c'est aussi une volonté, à la direction numérique pour l'éducation, on souhaite vraiment favoriser l'orientation des filles dans les filières du numérique, et donc que ce soit porté par une jeune fille a du sens dans cet objectif-là. Oui, c'est l'histoire, en fait,
C'est une jeune fille qui va avec ses camarades, c'est important parce que c'est pas une superwoman, c'est pas David contre Goliath, qui avec ses camarades va s'opposer à ce que la technologie de sa ville reste sous la mainmise et sous les caprices, j'ai envie de dire, d'un seul homme qui est Monsieur Zangeman, qui d'ailleurs quand il était petit était tout comme elle passionné de bidouillage, de création, etc. et qui est peut-être tombé dans le côté obscur de la force. Évidemment, c'est un conte moderne et on voit les références sont un peu quand même celles que j'ai citées. Il y a un troisième personnage, c'est l'État, incarné par un président qui, faute de mieux, ils ne vont pas vraiment y arriver. Alors il s'appuie sur les outils de ce Zangeman en question et puis à un moment donné, les jeunes, il y a une mobilisation, un collectif qui se forme pour lui dire mais non, on va développer nos propres outils et ce seront des outils en libre accès. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de thématiques, c'est sans doute ça qui vous a intéressé vu vos fonctions actuelles, dans Ada et Zangeman qui racontent les débats actuels du numérique. On croise par exemple l'Internet des objets. Absolument, absolument. Et le droit ou pas de les réparer, de les recycler. Aujourd'hui, on parle de l'indice de réparabilité, c'est pas pour rien, c'est parce que certains objets ont du mal à être réparés. La loi peut l'interdire. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Ada se trouve confrontée, elle apprend par elle-même d'abord l'informatique et du coup elle arrive un petit peu à hacker, comme on dit, les machines connectées de Monsieur Zangeman. Sauf que Monsieur Zangeman appelle tout de suite le président en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Non, le président qui n'y connaît rien à l'informatique et dont tous les ordinateurs du gouvernement sont sous les logiciels de Monsieur Zangeman. Voilà, donc, toute ressemblance avec une situation qu'on connaît. Il ne peut rien lui refuser et donc il obtient Monsieur Zangeman obtient du président qu'on n'ait plus le droit d'ouvrir. Mais pas pour longtemps. Le livre coche tellement de cases dans la catégorie des communs numériques que c'est presque trop beau. Peut-on lire à propos d'Ada et Zangeman sur le blog Binaire hébergé par lemonde.fr. On vous retrouve Alexis Kaufmann juste après l'Anti-Sèche. On va en parler des communs numériques. L'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Anti-Sèche anniversaire, 7 décembre, date qui a marqué l'histoire. Nous sommes en 1941. Les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor. C'est à Hawaï, une attaque qui a pour conséquence l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que les États-Unis ont rejoint les Alliés en déclarant la guerre au Japon dès le lendemain de cette attaque. Attaque surprise, on s'en souvient. Totalement, et c'est sûrement pour ça qu'elle figure parmi les attaques les plus meurtrières dans l'histoire des États-Unis. Il faut dire que les 353 bombardiers japonais avaient pour mission de détruire purement et simplement tous les navires de guerre américains présents dans la baie. Bilan, 2300 morts, 19 navires coulés ou endommagés, 188 avions détruits. Côté japonais, on dénombre moins d'une centaine de morts. Pourquoi cette attaque ? C'est en réaction à un blocus commercial imposé par les États-Unis au Japon. Un blocus voulu pour déstabiliser l'ennemi, évidemment. Car je vous le rappelle, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi Pearl Harbor ? Parce qu'il faut savoir que depuis 1887, Pearl Harbor est une annexe des États-Unis qui accueille l'une des plus grandes bases navales de l'armée américaine. Et cette base, dans ce contexte de Seconde Guerre mondiale, se situe à un point stratégique, à savoir en mi-chemin entre les côtes ouest américaines et les eaux japonaises. Le contrôle de l'océan Pacifique est alors un enjeu majeur. En plus de provoquer cette riposte des États-Unis contre le Japon, c'est une attaque qui a eu plein de conséquences. Cela a provoqué un véritable choc dans l'opinion publique américaine. Journalistes et politiques se posent rapidement la question des responsabilités. Plusieurs erreurs sont alors pointées du doigt, comme le fait que l'entrée de la rade n'était pas protégée par des filets anti-torpilles, que les navires alignés côte à côte sur ordre de l'amiral Bloch en raison du manque de place offraient des cibles idéales, ou encore que les soldats ont cru d'abord qu'il s'agissait d'un exercice. Et le président Roosevelt en personne a même été soupçonné d'avoir été au courant de l'attaque et qu'il l'avait laissé faire pour provoquer l'indignation de la population et faire entrer son pays dans la guerre. Et justifier l'entrée dans la guerre. Une attaque qui aujourd'hui encore est considérée par les Américains comme un des événements les plus importants de leur histoire. Il faut dire que ce qui s'est passé n'arrive pas souvent. Non, c'est la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Et les attentats du 11 septembre 2001 ont même été comparés à Pearl Harbor dans la presse au moment des attentats cités. Cécile, Pearl Harbor aujourd'hui, c'est quoi ? C'est toujours une base navale américaine, l'une des plus importantes de la Navy. Y est stationnée une flotte permanente d'une dizaine de navires de surface et une quinzaine de sous-marins d'attaque. Et c'est aussi évidemment un lieu de mémoire. Oui, il y a un mémorial qui se visite, le mémorial de l'USS Arizona, qui a été créé en 1962. Il est accessible uniquement par bateau puisqu'il chevauche sans la toucher la coque de l'USS Arizona, le cuirassé coulé pendant l'attaque. Et Pearl Harbor qui reste une cible potentielle ?
Oui, parce que dans l'actualité, la Nord-Corée a affirmé très récemment que le dictateur Kim Jong-un avait pu examiner des images de régions dites ciblées, notamment Pearl Harbor, grâce à leurs satellites espions envoyés, disent-ils, le 22 novembre dernier. Merci beaucoup. On se retrouve avec un sujet plus joyeux pour la récré ? Oui. Génial. Grand oral, Alexis Kaufmann. Ada et Zangenman, c'est l'histoire d'un numérique qui n'aliène pas, qui nous permet au contraire de retrouver du pouvoir d'agir, peut-on lire dans la présentation de cet ouvrage qui vient de sortir et qu'on peut donc télécharger gratuitement, hein, puisque c'est logiciel libre. Absolument. On a la version PDF, celle que j'ai lue, ça a été gratuit. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère soutient le projet et c'est pour ça que je suis que vous êtes là parmi vous, parce que la version numérique est librement accessible et téléchargeable pour toutes et tous. Et donc du coup, ça en fait un objet qu'on peut tout de suite distribuer aux élèves et à leurs enseignants. C'est ce qu'on appelle un commun numérique. C'est quoi les communs numériques ? Parce que c'est très important, c'est le modèle qui s'opposerait au modèle propriétaire des grandes entreprises qu'on connaît tous. Qui ne s'oppose pas forcément. Qui se combinent. Qui pourraient être complémentaires, oui, ouais. Absolument. Ce qu'on appelle un commun numérique, alors c'est une définition un petit peu en construction, parce que c'est un terme un peu émergent. Oui, il y a beaucoup de débats. Voilà. Ouais. Je peux vous en faire une proposition, c'est une ressource qui va être créée et maintenue par une communauté qui se donne des règles pour assurer à sa ressource son caractère collectif et partagé. Ce qui est important ici, c'est que vous avez 3 piliers dans la définition, la ressource, la communauté et la gouvernance. Et d'habitude, on a tendance à se focaliser trop sur la ressource, j'ai envie de dire. Là, ici, on se focalise plus sur la communauté, donc sur les gens et les règles que se donnent ces gens pour partager la ressource. Et la deuxième chose, c'est que un commun, ça a toujours existé. On se partage pour les pâturages, le partage de l'eau, etc. Ici, le caractère numérique favorise le partage, puisque les droits d'usage, d'études, de modification et de partage qui caractérisent notamment les logiciels libres, eh bien, sont facilités par le caractère numérique et la circulation qui est optimisée pour cela. Un des aspects du sujet qu'on trouve dans le bouquin et qui est quand même très important, on en a aussi beaucoup reparlé au moment du confinement, au moment de l'école à la maison, etc., c'est la dimension quand même d'ergonomie et de performance aussi. C'est-à-dire que pour que les communs numériques, à un moment donné, dans les usages, fassent jeu égal, voire prennent le pas sur d'autres solutions, il faut que ce soit aussi facile à utiliser. Absolument. Absolument. Simplement, vous avez tendance toujours un petit peu à les opposer face jeu égal avec un champ lexical. Disons que ici, vous parliez de pouvoir d'agir. C'est-à-dire que donc Ada, c'est une petite fille curieuse, débrouillarde, etc., qui entraîne ses camarades à bidouiller. Et la question ici, c'est est-ce que j'ai le droit de programmer et d'adapter les machines et les logiciels et les objets connectés, etc. Donc ici, la question, c'est ai-je le droit ou n'ai-je pas le droit ? Trop souvent, aujourd'hui, avec les objets technologiques, on n'a pas ces droits. Ouais. Et donc, on est sur des questions de souveraineté et de capacité d'agir. Et de ne pas être spectateur, ne pas subir la technologie, mais au contraire d'être acteur. C'est là où vous ne voulez pas les opposer. C'est-à-dire que vous dites, après tout, je peux être une entreprise privée, mettre un logiciel sur le marché, essayer de le vendre tout en donnant une autorisation de modification, etc. Certaines le font d'ailleurs. Absolument. Donc, ce n'est pas vraiment une opposition. Dans le livre, les enfants manifestent à un moment, et le président les écoute d'ailleurs, et derrière, il y a la question de la souveraineté numérique. Pourquoi c'est important ? En mots simples, pourquoi c'est grave si les élèves de maths, vous avez été prof de maths, si les élèves de maths, les devoirs de maths des petits élèves français sont stockés sur des data centers qui appartiennent à des boîtes américaines? Alors, j'ai été professeur de mathématiques. Imaginez qu'on doive payer les droits d'auteur à chaque fois qu'on utilise le théorème de Pythagore, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, heureusement que les mathématiques sont libres. Ouais. Maintenant, c'est une question, d'abord parce que la souveraineté, ça concerne l'infrastructure, ça concerne les serveurs, ça concerne les applications, ça concerne les données de nos élèves. Ouais. Donc ce sont Mais justement, ces données, en quoi c'est important, par exemple, qu'elles soient conservées sur des... Parce qu'il y a des données sensibles qui pourraient être dans de mauvaises mains pour en faire de mauvais usages. Mais pas dans un devoir de maths de CM2. Non, dans un devoir de maths, non, bien entendu. Enfin, de maths ou d'autres choses, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment où quand même ça se joue. Dans le livre... Et si vous voulez, ce devoir de maths, il a été produit... Par exemple, il y a la notion de réutilisation et de pérennité. C'est-à-dire que moi, je suis enseignant, je fais un devoir de maths sur une application et j'ai pas envie que quelques années plus tard, cette application me dise « Ah, mais non, ton format ne marche plus parce qu'il y a eu une mise à jour et qu'il faut payer pour un nouveau. » C'est-à-dire, il y a la question aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers, de ces ressources, comment on les réutilise, comment on les pérennise, comment on les recycle, etc. Et qu'on ne soit pas obligé, il ne faut pas être enfermé, quoi. C'est toujours la même histoire. De racheter du matériel, du logiciel, etc. Dans le livre, une nouvelle matière est introduite à l'école, informatique et programmation. Pourquoi c'est important d'apprendre à coder ?
Oui, alors ça fait partie de ce que le président met en place à la fin du livre. Ce qu'on a également mis en place là, dans le nouveau lycée, par le passé, le numérique est un peu transversal. Et je pense que c'est important, vu le développement du numérique dans la société qui est partout, de proposer également dès le secondaire, dès le lycée, une option spécifiquement centrée sur l'informatique. L'histoire de Ada et Sangeman, moi, mon travail au ministère, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'ADA, en fait, qu'il y ait davantage d'ADA, c'est-à-dire des lycéennes, des lycéens qui se passionnent pour l'informatique et qui veulent ensuite en faire leur métier. Mais il y a également, parce que Ada, elle va former ses camarades justement au rudiment de la programmation, ne serait-ce que pour comprendre les machines. Et donc il y a la notion de en même temps former des talents et en même temps avoir des compétences numériques pour toutes et tous. Et pouvoir transmettre. Voilà, et d'avoir un esprit critique sur le numérique qui nous entoure. Plus d'une centaine d'élèves de 13 à 19 ans de 4 établissements scolaires différents ont traduit donc ce livre de l'allemand vers le français au cours de l'année scolaire 2022-2023. Ils sont répartis le travail, ils sont coordonnés grâce au numérique. Suite de notre grand oral avec Alexis Kaufmann après la récré. Cécile Fournier. Cécile, on se retrouve pour une récré tout à fait sympathique et une expo originale. Oui, il s'agit de Enfantillage au centre Tinius d'art contemporain à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Sont donc exposées quelques 200 œuvres de Antonin Louchard. Alors, Antonin Louchard, quand on adore l'album jeunesse, on ne le présente plus, mais on va peut-être le présenter quand même. C'est un grand auteur d'albums jeunesse. Il a publié entre plus de 150 albums. Avant d'être auteur jeunesse, il a été peintre et plasticien. Et cette exposition se situe entre l'univers de l'enfance et la peinture, puisqu'il peint des jouets, des bidules, des pouettes, comme la girafe Sophie, c'est des pouettes, et des figurines d'enfants. L'idée est plutôt insolite au départ. Insolite. Et alors, d'où ça lui est venu? J'ai envie de vous poser la question, vous ne le savez pas, je vais vous répondre. Il y a une vingtaine d'années, un éditeur lui avait demandé d'illustrer des comptines. Et pour ce faire, il reproduisait en fait des scénettes à l'aide de petits jouets, en les photographiant. Et c'est comme ça qu'il a commencé à collectionner les jouets. Puis un jour, la collaboration avec cet éditeur s'est arrêtée. Mais lui, il a continué à acheter. Il a pris la main à acheter des petits jouets, des petits pouettes et des petits trucs dans les brocantes, etc. Et aujourd'hui, il avoue en posséder une centaine. Et finalement, il y a une dizaine d'années, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de tous ces petits bidules? Il a commencé à les peindre. Et c'est comme ça, finalement, que sa peinture s'est nourrie de son expérience d'auteur jeunesse. En fait. Comment il choisit quand même alors les figurines qu'il peint? Alors, ce qui l'intéresse dans ces figurines, c'est la fragilité. C'est-à-dire que ce sont des figurines cassées, abîmées, usées, maltraitées. C'est un peu comme des fétiches, il dit, elles ont été aimées, choyées, chéries par un enfant. Il dit ce sont des objets pénétrés d'amour, d'affection, de pathos. Il y a un préféré dans la collection, un chouchou? Alors oui, il y en a un, mais il y en a un qui a été volé. C'est une statuette patinée, mais elle a été volée le jour où il a fait une présentation dans les maternelles. Ouch. Elle a été chopée. Et sa deuxième, c'était un petit groom en celluloïd dont la tête a été mangée par un rongeur. Ils ont toujours des histoires incroyables. Extraordinaire. Tout ça, c'est une manière de donner des lettres de noblesse à des jouets un peu fatigués. Oui, parce qu'il dit que c'est un pied de nez à la hiérarchie des genres. Alors, la hiérarchie des genres, c'est à la fin de la Renaissance, les sujets en peinture étaient classés. Les plus vils, c'était les natures mortes et les plus nobles, c'était les scènes de la mythologie, les scènes religieuses de bataille. Et il affirme « Je mets les pouettes en haut de l'échelle ». Parce qu'un slogan pour Ada, je mets les pouettes en haut de l'échelle. Cette expo, elle arrive quelques semaines après la publication du livre, du même nom, Enfantillage. Oui, le livre, il est sorti le 2 novembre chez Albin Michel. Mais là, avec le livre, vous ne verrez pas l'installation qui est prévue, une installation d'une pyramide de 300 pouettes. C'est à voir quand même, non? Effectivement, tout ça au centre Tinius. Et donc, on peut le redécouvrir par ailleurs. On le redit si on n'est pas francilien dans tous ces albums. Louchard. Bien sûr, il a écrit une certaine, il fait partie, une dizaine, de livres, excusez-moi, font partie de la bibliothèque idéale de la Bibliothèque nationale de France. La bibliothèque idéale, je vous le rappelle, c'est la sélection de 4000 titres dans les différents genres de la littérature de jeunesse. Donc en fait, voilà, il est quand même bien renommé, ce monsieur. Donc 10 livres parmi les 100 qu'il a publiés dans cette bibliothèque idéale. Je rappelle donc, Enfantillage, c'est au centre Tinius d'art contemporain de Montreuil jusqu'au début janvier et sont proposés autour de cette exposition des ateliers pour les petits, pour les grands. Bref, vous vous renseignez sur Internet. Merci beaucoup, Cécile. Grand oral, Alexis Kaufmann. Ada et Sangeman, un conte sur les logiciels de skateboard et la glace à la framboise. Succulent album de Matthias Kirchner et Sandra Brandstetter, publié en France grâce aux bons offices d'Alexis Kaufmann, chef de projet logiciels et ressources éducatives libres au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous-même, comment vous êtes tombé dans le bain du numérique ?
Tout simplement parce que j'ai commencé ma carrière il y a longtemps, c'était au siècle dernier, il y a 25 ans, il y a plus de 25 ans, et jeune professeur de mathématiques, l'informatique, on n'appelait pas ça le numérique. L'informatique arrivait dans les établissements scolaires. Moi, j'étais en Seine-Saint-Denis. En collège à Bobigny, c'est ça ? À Bobigny, qui bénéficiait d'une politique de donnons plus à ceux qui ont le moins. Donc, on a une salle informatique flambant neuve qui est arrivée dans notre établissement scolaire. Tous les profs se sont battus pour l'utiliser. Non, tiens, finalement pas. Quelques curieux, dont je faisais partie, avec une collègue professeure de français. Et on s'est mis à expérimenter. Et moi, j'ai découvert... On avait besoin de logiciels pour faire tourner les machines et par rapport à nos besoins, et notamment de logiciels gratuits. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai découvert sur Internet qu'il y avait plus que des logiciels gratuits. Enfin, on distinguait par un logiciel gratuit, il y avait les logiciels libres. Et les logiciels libres, donc je peux aussi en donner rapidement une définition, mais c'est redondant avec un peu l'économie numérique, mais toujours est-il que c'est un logiciel qui offre à ses utilisateurs les libertés d'accès, d'usage, étude, modification et partage. Et si vous pensez à la mission fondamentale et la belle mission du service public de l'éducation avec les connaissances et les savoirs à transmettre, donc liberté d'usage, d'étude, modification et partage, il y a une proximité de valeurs et ça m'a tout de suite intéressé. Je tire le fil parce que le logiciel libre, l'open source, les communs, tout ça, ça renvoie à un projet social et politique en fait. Absolument. Absolument. Et de pouvoir justement donner accès à tous, à toutes et toutes à la technologie, à la comprendre et à être capable d'agir sur elle. Derrière, il y a des questions extrêmement concrètes qu'on retrouve dans le livre Ada et Zangenman, notamment qui contrôle les données relatives à nos goûts, à nos comportements, qui nous contrôle. Oui, parce que la glace à la framboise, en l'occurrence, c'est parce que parmi les machines connectées de M. Zangenman, il y a le distributeur de glace, et qui au départ offre tous les parfums et les formes que vous voulez, mais M. Zangenman ayant une saute d'humeur, tout d'un coup, il décide unilatéralement qu'il n'y aura plus que son parfum préféré. Alors, je ne me souviens plus, mettons que ce soit la vanille, il n'y aura plus que la glace à la vanille qui sera distribuée dans les machines à glace de sa ville. Donc on voit ce que ça peut donner quand une technologie est entre les mains d'une seule personne, un peu capricieuse. On le constate entre guillemets aujourd'hui un petit peu avec Elon Musk sur X. C'est pour ça que je prenais quand même quelques petits exemples d'actualité. Vous avez créé une association, c'est très différent. Maintenant, vous êtes au ministère. Comment on réussit à mobiliser le plus d'enseignants possible dans cette direction-là? Parce que vous l'avez vécu, j'allais dire, de toutes les fenêtres. Vous l'avez vécu dans votre salle informatique flambant neuve à Bobigny comme prof de maths. Vous l'avez vécu comme enseignant ensuite, alors souvent dans des lycées français à l'étranger, mais bref, en tout cas toujours avec cette position d'enseignant. Vous l'avez vécu comme acteur associatif. Maintenant, vous le vivez au ministère. Il y a une clé, il y a une solution pour essayer d'embarquer tout le monde dans ces problématiques, dans ces logiques? Nous sommes 900 000 enseignants en France. Il y a déjà davantage valoriser, repérer, valoriser, soutenir, accompagner ceux qui créent et partagent déjà des communs numériques, des logiciels libres, des ressources éducatives libres. Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, justement, je suis là pour les soutenir, accompagner et les aider à passer à l'échelle. Ada et Zangenman, ça y contribue. Vous le conseillez à partir de quel âge? De 7 à 77 ans, comme on disait avant. Aujourd'hui, on dit de 6 à 106 ans. C'est vrai? Je ne savais pas. Bon, en tout cas, oui, j'allais dire, on peut bien après 77 ans. Mais oui, c'est pour petits et grands. Moi, je montre juste pour montrer quand même que tout ça est assez rigolo, mais il y a quand même du texte à lire. Moi, si vous voulez, j'ai un garçon de 7 ans. Je lui ai lu l'histoire avant de s'endormir et... aujourd'hui, il comprend mieux ce que je fais au ministère de l'Éducation nationale. Génial, ça va vraiment servir à ça. En tout cas, c'est très spectaculaire quand on lit l'histoire et qu'on connaît un peu les enjeux du numérique. C'est quasiment à chaque paragraphe, on se dit, tiens, là, il y a l'Internet des objets, là, il y a... les problématiques s'enchaînent, en fait, de manière extrêmement fluide, mais sans qu'on le repère. Enfin, je veux dire, c'est une jolie narration. Vous restez avec nous, on va parler cuisine maintenant, enfin, alimentation tout du moins, avec Sandra Ferreira, puisque c'est le jour du plateau repas. Cécile, merci. Sandra Ferreira, plateau repas. Plateau repas, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. Il fait un peu plus frais, on ne va pas se mentir, et certains aliments peuvent nous aider à passer cette période plus facilement. Première affirmation, on pense par exemple qu'il faut manger plus copieux pour se réchauffer ou pour que ça tienne au corps en hiver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, si vous ne passez pas votre temps à l'extérieur, si vous vous couvrez convenablement,
il n'y a pas besoin, en fait, de manger plus pour se réchauffer. En revanche... Parce que mon corps n'a pas besoin de plus de réserve énergétique que ça, quoi. Exactement. Vu qu'on le réchauffe, voilà. il est comme à tout moment, il n'y a aucun souci. En revanche, là où il va avoir tendance à avoir besoin de plus d'énergie et à puiser et avoir besoin de se réchauffer, c'est si vous êtes souvent en extérieur, un travail en extérieur, par exemple, ou si vous restez longtemps au froid. Là, oui, vous allez avoir besoin de manger un peu plus. Tartiflette et tout. Mais je sentais arriver, mais pas forcément... pas forcément des choses grasses. C'est surtout là où on fait le mauvais raccourci. Hein. Typiquement, quand on va au sport d'hiver, on pense raclette, fondue, etc. Et c'est pas forcément là où il faut aller. Bon, il faut continuer à manger sain. Il y a donc des aliments à privilégier pour nous aider à nous réchauffer. Et oui, vraiment, si vous voulez vous réchauffer, la première famille qui va vraiment vous aider, ce sont les féculents. Donc tout ce qui est légumes secs, pois chiches, lentilles, mais traditionnellement les pâtes, le riz, sans la quantité de fromage qui va dessus, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais enfin si, gustatif, mais tout ce qui va être féculent va apporter du bon sucre et ça va apporter de l'énergie à votre organisme. Donc ça, c'est le premier carburant essentiel. Ok, je ne les noie pas de fromage, mais qu'est-ce que je mets avec alors pour égayer un petit peu, parce que ça peut être tristoun, Oui, ça peut être tristoun de ne manger qu'un plat de pâtes. Eh bien, la deuxième source, c'est la source de protéines. Alors ça va être assez simple finalement, mais si vous faites féculent, protéines, on est bon parce que les protéines, donc je rappelle, c'est toute la famille viande, poisson, œuf, va permettre au corps d'utiliser plus d'énergie pour absorber les protéines. Donc ça va créer de la chaleur. Pour digérer ces protéines, votre corps va fabriquer de la chaleur. Alors quand je dis protéines... Oui, pour autant, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi, vous voyez y arriver. Protéines... Volaille. Oui, viande maigre, volaille, lapin. C'est sûr que côté je parle poisson. Pas de charcuterie. Côté poisson, ce que je recommande toujours, c'est au moins un poisson gras. Alors, il y a les poissons maigres, comme d'habitude. C'est important d'en avoir. La lotte, le merlu, le cabillaud. Mais les poissons gras, au moins une fois par semaine, c'est important de les garder pour la santé parce qu'ils sont riches en oméga 3, les fameuses graisses qui sont bonnes pour le système cardiovasculaire. Donc, saumon, truite, sardines, même d'ailleurs, plus ils sont petits, moins ils contiennent de métaux lourds. Et je vais aussi vous conseiller de manger éventuellement des algues ou en tout cas des fruits de mer. Alors pourquoi ? Parce que c'est comme les poissons, ça contient beaucoup d'iode. Et l'iode, on en a besoin pour notre glande thyroïde qui est un régulateur en fait de notre température interne. Donc ça, c'est intéressant. L'hiver, saison de la soupe, vrai, faux ? Eh bien ça, c'est pas une idée reçue. Ça, c'est vrai, la soupe. Mais pas n'importe laquelle. Il y a soupe et soupe. La soupe avec des petits vermicelles pour les féculents, ce que je disais tout à l'heure, pour apporter aussi cette source de glucides qui va vous apporter cette énergie, ces bons sucres, ce carburant principal de l'organisme. Et puisqu'on parle de soupe, ça me fait penser à boissons. Et les boissons, on n'oublie pas que l'hiver, ça se fait moins ressentir l'envie de boire. On a moins soif, mais le corps en a besoin quand même. Hein. Ça, il faut boire tout au long de la journée. La petite technique, si vous voulez une boisson qui vous réchauffe, c'est la tisane au gingembre spécifiquement, parce que le gingembre va avoir tendance à favoriser la circulation sanguine. Bon, il faut aimer le gingembre, bien effectivement, mais pourquoi pas ? Et donc, si ça facilite la circulation sanguine, ça nous réchauffe. On termine avec les aliments à éviter, les proscrits. Les proscrits, le plus évident, c'est que quand il fait froid, on évite de manger froid. Voilà, c'est assez évident. C'est assez mnémotechnique. C'est assez simple. Hein, les crudités, les glaces, on va éviter de rajouter une couche là-dessus. En revanche, le petit coup de rouge, enfin le petit coup d'alcool pour se réchauffer, ça c'est une mauvaise idée, c'est vraiment nul. Au contraire, ça va participer à la déshydratation, il y a l'hypothermie, la baisse de la température de votre organisme, donc ça, pas du tout. Ça fragilise, oui, c'est ça. Ça va fragiliser l'organisme. Thé, café, oui, ça va réchauffer. Attention avec modération, pas plus de 3 à 4 cafés par jour. Et bien sûr, quand je parlais d'alcool, de café et de thé, je parle des adultes. Les enfants ne sont pas censés en consommer. Ah bon ? Ah oui. Je n'avais pas compris. Oui. Sandra, je préfère préciser, sait-on jamais. Merci beaucoup. Il y a un compte qui est pour vous, un compte sur les logiciels de skateboard et la glace à la framboise. Donc on ne mange pas de glace l'hiver, ça ne sert à rien. On peut en manger si on veut. On peut, c'est juste qu'elle ne va pas vous réchauffer, c'est surtout ça. Et super compte, Ada Zangeman, Matthias Kirchner, Sandra Brandstetter. Merci Alexis Kaufmann de nous avoir accompagnés. On précise bien que donc on peut le télécharger, mais c'est vachement agréable. La version papier, elle a son ergonomie qui est sympa aussi. Absolument, c'est une bien belle idée de cadeau de Noël. Et puis, comme c'est un commun numérique, on peut le lire avant d'acheter. Extraordinaire, comme ça on teste. Sandra, merci. Alexis, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. En régie aujourd'hui, Emma Frari, avec au son Héloïse Merlin et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. Nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.